En ce mois de janvier, quand il commence à faire froid, on a tous un petit peu envie de trouver du réconfort au coin du feu, pour se raconter des histoires qui font peur, pour se raconter des histoires qui sont vraies. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Commençons par l'histoire de John Myler. John Myler est un magicien américain qui est né en Suède en 1900. Il démarre sa carrière très tôt, dès son plus jeune âge, en répondant au pseudonyme de Boy Magician, qui veut dire l'enfant magicien, le garçon magicien. Au moment où il a commencé sa carrière professionnelle, il a donc été très expérimenté parce qu'il avait commencé très tôt. C'est alors qu'il a décidé de changer de nom pour prendre le pseudonyme de Balabrega. Balabrega était très connu pour des tours de magie très élaborés, très coûteux. Il a donc acheté les droits d'un tour qui s'appelle The Mouth and the Flame, qu'on pourrait littéralement traduire par les papillons de nuit dans les flammes, à son ami Harry Rouclair. Le tour consistait en la chose suivante. Le magicien était sur scène et il y avait quelques assistants autour de lui qui étaient déguisés en papillons de nuit. Les papillons de nuit, subitement, prenaient feu, s'enflammaient, et ils disparaissaient dans des flammes. On n'a pas le même budget pour des tours de magie. Le fait est qu'en 1900, lors d'une date de leur tournée au Brésil, ils se sont retrouvés dans un théâtre qui n'était pas correctement équipé pour accueillir ce genre de numéro. En effet, pour que ça puisse bien se passer, il fallait que le théâtre puisse fournir une alimentation en gaz qui permettait d'alimenter les flammes. Mais Balabrega était extrêmement tenace. Et il a voulu quand même faire son numéro. Il a donc fait la pire erreur de sa vie, improviser. Il a changé le gaz qu'il était censé utiliser. Et il a pris de l'acétylène, qui est un gaz inodore, mais incroyablement inflammable. Le rideau se lève, le spectacle commence, tout se passe bien. Puis on arrive à The Mouth and the Flame, lorsque la bouteille de l'une de ses assistantes, Lou Bartlett, explosa sur scène. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a eu des morts pendant cette explosion dans la salle. La seule chose qu'on sait, c'est que Lou Bartlett a été tuée instantanément par cette explosion, mais qu'elle a aussi donné une mort tragique à John Myler, alias Balabrega. Comme quoi, des fois, il vaut mieux s'en tenir au script. Deuxième histoire. Sigmund Neuberger est né à Munich au 19e siècle. Il y est resté une bonne partie de son enfance avant de migrer aux États-Unis en 1872. C'est un petit peu particulier pour Sigmund parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pendant son enfance. On n'a pas énormément d'informations, on n'arrive pas à trouver. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a d'abord été buteur avant de passer à la magie. Et on retrouve des traces à partir de 1900 lorsqu'il a déménagé à Londres et qu'il a commencé à prendre son nom de magicien, The Great Lafayette, qui veut dire, en français, pourquoi pas? Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Qui veut dire en français, le grand Lafayette. Son numéro signature était très particulier. Ça s'appelait The Lion's Bride, ça voulait dire la mariée du lion. Et c'était un numéro qui durait 25 minutes. C'est très long pour un numéro, 25 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte. En général, un tour de magie, ça dure 3, 4 minutes, peut-être 10, mais presque une demi-heure pour un seul tour. C'est énorme. Le pitch du tour est très simple. C'est lui qui se transforme petit à petit en lion. Là aussi, ça a de la gueule. Il était à cette époque-là extrêmement connu en Angleterre, mais il était aussi connu pour être un grand misanthrope. Un misanthrope, c'est quelqu'un qui tient pas les êtres humains dans son cœur. Mais malgré ça, il tenait beaucoup à son pitbull, qu'il avait appelé Beauty, qu'un certain Harry Houdini lui avait offert. Harry Houdini qui lui aussi était un magicien, peut-être que vous le savez, peut-être pas, mais qui lui aussi a connu une fin très tragique sur scène, et peut-être qu'on pourrait en parler dans une prochaine vidéo si ce format vous plaît. C'était un mec un peu spécial, très connu, misanthrope, excellent magicien, avec un numéro phare qui l'a rendu très célèbre. Jusqu'en 1911. Pendant que Sigmund préparait 2 semaines de date à Édimbourg dans l'Empire Théâtre, Beauty mourut, laissant Sigmund dans un chagrin abyssal. Il était si inconsolable qu'il prédit lui-même sa propre mort de manière imminente. Pas en suicide, pas en ces choses-là, mais vraiment, il sentait qu'il allait mourir. Vous savez, quand un magicien fait ce genre de prédiction, moi je me sens en forme, ça va. Le 9 mai, pendant un show, le moment de son numéro phare de Lion's Bride arrive, et un des projecteurs prend feu. Et la scène, très rapidement, est submergée dans les flammes. Sigmund Neuberger est coincé alors.
entre le mur de flammes qui se dresse devant lui et entre les portes de service du théâtre qui sont verrouillées juste derrière lui. Il est évidemment mort ce soir-là. Quelques heures plus tard, on a retrouvé le corps de Sigmund complètement calciné, entre le corps d'un cheval, lui aussi complètement brûlé, et le corps d'un lion, qui avait servi pendant le show. Mais c'était pas lui, c'était le corps de sa doublure. On a retrouvé le corps de Sigmund seulement quelques jours plus tard. Et selon la presse locale, il y aurait eu des foules entières dans les rues d'Édimbourg lors du cortège du cercueil de Sigmund Neuberger. Histoire numéro 3. Ouais, il y a un faux raccord. Je suis allé chez le coiffeur. Pour toi, ça a duré 2 secondes. Pour moi, ça a duré 1 heure. Ça rime. On y va. Il y a un tour qui s'appelle The Bullet Catch, qui est un tour un des plus vieux, un des plus dangereux qui est fait, qui consiste en la chose très simple, qui est qu'il y a une personne qui se tient devant toi, avec un pistolet, tu te fais tirer dessus et tu rattrapes la balle où tu veux, entre les dents, entre les doigts, sur un plateau, tout dépend. La présentation change, mais l'idée est la même, et il se trouve que c'est extrêmement dangereux parce que souvent, les pistolets utilisés sont de vrais pistolets. Et ça se passe principalement au 19e siècle. C'est dans ce contexte-là, pour cette histoire courte, que notre protagoniste fait son entrée, Madame Delinsky. C'était la femme et l'assistante d'un magicien polonais, avec qui elle faisait beaucoup de théâtre. Et un jour, en 1820, ils ont fait une prestation pour un prince allemand et pour toute sa famille. Et eux, leur version du tour impliquait d'avoir une horde de soldats qui devaient jouer les débiles, qui devaient jouer les cons, parce que pour, à cette époque-là, charger un fusil, parce qu'ils faisaient ça avec des fusils, tu devais mordre la cartouche, d'accord ? Tu devais poudrer le canon, ensuite tu devais mettre la cartouche dans le canon, enfoncer tout avec une baguette. Et ils ont préféré utiliser des militaires qui en soi savaient déjà faire ça, mais en même temps on leur a dit, pour pas que ce soit trop cramé, vous allez jouer les cons. Donc ils ont joué les cons. Seulement, évidemment, pour pas que ce soit dangereux, à la place d'une vraie cartouche, ils auraient mis une cartouche à blanc. Hein. Puis après, je sais pas comment ils se démerdent, ils se débrouillent. Mais dans l'idée, ils mettaient une cartouche à blanc à la place d'une vraie cartouche. Madame Delinsky prend place devant les 6 soldats, sans savoir que, mis sous pression, un des soldats allait complètement perdre les pédales, et allait oublier de mettre une cartouche à blanc, et a mis une vraie cartouche à l'intérieur du pistolet. Les militaires font feu. Madame Delinsky prend une vraie cartouche dans le ventre et meurt 2 jours plus tard. C'est pas le pire. Madame Delinsky était enceinte. Histoire suivante. Cette histoire, c'est ma préférée, elle est folle. Nous sommes le 15 avril 1984. Tommy Cooper, à ce moment-là, est un humoriste, magicien anglais, mais hyper populaire, vraiment, en Angleterre. Il était hyper populaire parce que il faisait des tours de magie où il faisait exprès de se foirer, il faisait des tours de magie où il faisait exprès de mal l'amener, c'était un gros comique, les gens avaient vraiment l'habitude de le voir improviser, de le voir se marrer, et ça, c'est un détail qui va avoir son importance pour la suite de l'histoire. Il a connu vraiment des décennies de carrière heureuse où les gens ne pouvaient pas se lasser de lui et de regarder ses tours. Mais cette carrière va s'arrêter le 15 avril 1984. Semble-t-il que ce soir-là, pendant qu'il préparait une des émissions qu'il allait devoir faire pour la BBC, une chaîne nationale anglaise, mais qui allait aussi être dans un théâtre, il a été rattrapé par une lourde consommation d'alcool et de cigarettes qu'il a eu depuis des années. John Tarbuck, qui animait la soirée, a d'ailleurs dit de lui que ce soir-là, il l'avait trouvé vraiment frêle, vraiment blême, pas bien, pas en bonne santé. Cooper est littéralement, pendant qu'une de ses assistantes venait lui mettre une veste, tombé sur scène, foudroyé par une crise cardiaque. Tout le monde riait. Comme je vous l'ai dit, Cooper avait habitué tout le monde à ce qu'il improvise et à ce qu'il fasse n'importe quoi pendant ses spectacles. Les gens pensaient qu'il était en train de vanner. Même son équipe à lui. Il y a un long moment qui s'est passé avant que son staff ne se rende compte que quelque chose de gravissime venait de se passer. Tarbuck a lancé la pub pour pouvoir tirer Cooper derrière le rideau, et quelques heures plus tard, Cooper a été déclaré mort à l'hôpital de Westminster. Ce soir-là, il y a énormément de téléspectateurs qui ont vu la mort de Cooper en direct à la télé. Et de temps en temps, la vidéo de sa mort
ressurgit sur YouTube. La vidéo est en description. J'ai de nouveau oublié de faire l'outro. C'est donc là-dessus que la vidéo s'arrête. J'espère sincèrement que ce format vous a plu. Ça m'a pris longtemps à faire, il y a beaucoup de travail de recherche, mais en même temps c'est très plaisant, c'est très cool d'être juste devant la caméra à raconter des choses. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des choses que je peux encore améliorer. On est une petite chaîne, vous le savez, mais ça ne saurait tarder. On va grandir. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et j'attends vos retours avec joie. Commentez, likez et surtout, abonnez-vous.